Bonjour à tous, je suis Marine Venschenbeck, je suis la cofondatrice et présidente de Thanks for Nothing et je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour le colloque donc Art et Engagement auquel nous avons ajouté la notion de durabilité cette année. Et je vais passer en mode galerie puisque comme ça vous voyez tous mes intervenants avec moi. Alors cette année, comme vous le voyez, donc on fait évidemment une intervention en ligne. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Depuis 2 ans, on a monté ce symposium sur la question de l'art et de l'engagement pour lier les projets de Thanks for Nothing, donc à la fois l'art contemporain et l'engagement social. Depuis 2 ans, on était en partenariat avec l'École du Louvre, puis le Musée du Louvre, dans le très grand auditorium du musée. On était très heureuse d'y être. C'était un magnifique projet. On a accueilli la première année notamment beaucoup d'artistes, d'intervenants associatifs autour de la figure de Thomas Hirschhorn, qui avait nommé cette première édition. La deuxième édition a eu lieu donc l'année passée autour de la figure de Thomas Saraceno. Et cette année, on est très heureuse d'avoir tous les intervenants que je vais citer autour de la figure de Lina Lapellite, qui a nommé donc cette édition Instruction for the Woodcutters. Et donc l'idée, c'était aussi dans cette période en 2020, où toutes les frontières sont fermées et où honnêtement un discours nauséabond sur justement la peur de l'étranger et la fermeture des frontières physiques sur fond de crise sanitaire nous a beaucoup heurté. On s'est dit que c'était aussi l'occasion de renforcer la présence et les collaborations internationales de Thanks for Nothing. Donc je salue là la présence de Lucia Petroiusti de la Serpentine Gallery, avec qui on est très heureux de s'associer cette année, et évidemment de Art Review, le magazine international qui programmera la session de vendredi sur laquelle je reviendrai. Et donc cette idée, c'était de se dire que voilà, en cette période, on ne peut pas se réunir au Louvre malheureusement, on ne peut pas accueillir physiquement d'intervenants étrangers, mais finalement, on sort de cette situation avec des collaborations internationales renforcées. Et donc, au programme de cette semaine, j'adore, j'ai l'impression d'animer un podcast que je n'ai jamais fait de ma vie. Au programme de cette semaine, on va se retrouver tous les jours à 18h avec de nouveaux intervenants, des penseurs, des auteurs, des philosophes, des fondateurs aussi d'associations comme chaque année, des artistes bien entendu. Et donc ce soir, je vais simplement vous présenter le programme de la semaine avant d'accueillir nos invités. Nous accueillons donc Leila Slimani, que je suis très honorée de retrouver ici et je la remercie infiniment de lancer cette grande semaine autour de la réflexion sur l'art, l'engagement et la durabilité, qui sera en dialogue avec Anaëlle Pija. Ensuite, Lina Lapellite, donc, qui a nommé ce symposium, avec Lucia Petroiusti, qui était la commissaire, entre autres, de son pavillon à la Biennale de Venise, pour lequel elle a remporté le Lion d'Or à la dernière Biennale. Demain, on vous donne rendez-vous avec Emmanuel Ecochia et Félix Alvach, qui est le fondateur de la Little Sun Foundation. Mercredi, les auteurs Boris Bergman et le poète Alex Cecchetti, suivi de Olivier Darnay qui a fondé l'association Le Parti Poétique qui milite pour une végétalisation des zones urbaines. Jeudi, on redonne la parole à la Serpentine avec Lucia qui a invité Isabelle Lewis et Fernando Garcia-Dori. Et vendredi, c'est Marc Rapote, le rédacteur en chef de Art Review, qui nous proposera une intervention certainement tournée vers l'Asie. Voilà, je remercie évidemment tout le monde d'être réunis sous cette forme totalement nouvelle pour nous. Moi, c'est la première fois en fait que de façon live comme ça, on présente un projet. Et je remercie aussi notre partenariat média qui est le magazine Art Review pour lequel Anaëlle, évidemment, est la rédactrice at large et sa partenariat The Art Newspaper, pardon, qui est la rédactrice at large, et Judith Zouka pour le partenariat. Voilà, et merci à tous d'être ici. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous souhaite de nous retrouver aussi demain. Pour l'heure, je laisse la parole à Anaëlle et encore merci à Leila Slimani d'être parmi nous aujourd'hui. C'est vraiment un grand honneur. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous, merci beaucoup Marine pour cette introduction. Merci à toute l'équipe de Thanks for Nothing pour toutes ces actions que vous menez maintenant depuis plusieurs années si remarquablement. Et merci aussi Leila Slimani évidemment d'avoir accepté cette invitation et de répondre à ces questions, à ces quelques questions aujourd'hui en ouverture de ce colloque. Vous êtes aujourd'hui évidemment très connue comme écrivaine. Vous avez remporté le prix Goncourt en 2016 pour votre livre Chansons douces, Je n'apprends rien à personne. Et vous venez de sortir Le pays des autres,
qui est un livre nouveau très lié à l'histoire de votre famille. Mais votre écriture est multiple. Elle avait commencé avant Chanson douce, sous des formes plus journalistiques et aussi littéraires. Elle se traduit aussi sous des formes plus documentaires, même si c'est une voie parallèle dans votre cheminement. Alors, ou peut-être pas, et c'est ce que nous allons voir. Le thème qui nous occupe ce soir, c'est cette question de l'art et de l'engagement. Évidemment, dans un contexte où les arts visuels sont particulièrement prégnants, cela, vous en avez relativement peu parlé jusqu'à présent, et c'est ce que nous allons essayer de creuser ce soir avec vous, si vous le voulez bien. Mais d'abord, pour parler de votre écriture et de cet engagement que vous avez, je crois, dans ce domaine, je voulais aborder d'emblée la question des femmes. La plupart de vos grands personnages sont des femmes. Vous dites que vous êtes fasciné par les femmes. Tout simplement, qu'est-ce qui vous fascine chez elles? Alors moi, j'entends pas. Est-ce que vous entendez? Voilà, pardon. J'attendais qu'elle me désactive le son, mais j'ai désactivé moi-même. Bonsoir à tous. Euh, eh bien, cette fascination pour les femmes, elle me vient vraiment de mon enfance, hein, de ma toute petite enfance, puisque j'ai grandi dans une maison dans laquelle il y avait une très grande majorité de femmes. Disons même que mon père était le seul représentant de la gente masculine dans cette famille où j'avais deux sœurs, ma mère, il y avait ma grand-mère, il y avait ma grande-tante aussi qui vivait avec nous. Donc nous vivions dans ce monde de femmes et depuis toute petite, j'ai été beaucoup plus intéressée, beaucoup plus fascinée. Je me suis posé beaucoup plus de questions sur les femmes que sur les hommes. Je trouvais les hommes très banals. Les hommes, ils étaient partout dans les films, ils étaient partout dans les livres. Bon, j'avais l'impression qu'on les connaissait, qu'on les comprenait, les cow-boys, tout ça. Ça ne m'intéressait pas beaucoup, alors que je trouvais que les femmes, au contraire, étaient très, très mystérieuses. Que ce qu'on me disait d'elles m'ouvrait un chemin comme ça sur moi-même. Alors, les femmes qui, moi, m'ont fascinée petite, notamment dans les romans, c'est évidemment Anna Karénine, c'est des femmes comme Madame Bovary, donc ce sont des femmes très très passionnées. Et puis plus tard, ce sera l'amant de Lady Chatterley, donc ces femmes qui sont aussi traversées beaucoup par le désir, par le secret, par le mensonge, mais qui sont aussi soumises à un ordre patriarcal que je connaissais. Et puis, il y a aussi le fait tout simple que je trouvais les femmes très très belles et que petite, je voyais que les femmes se transformaient parfois au cours d'une même journée. Les femmes portaient du maquillage, elles portaient des talons, elles avaient des robes. Et j'avais l'impression que tout ça était comme un déguisement, qu'il y avait quelque chose dans la vie des femmes qui était de l'ordre du théâtre, que sous le maquillage, sous les jolies robes, on pouvait mieux cacher ses chagrins que les hommes, qu'il y avait un art d'être une femme qui était peut-être plus intéressant que l'art d'être un homme. Donc depuis toujours, j'ai trouvé les femmes plus intéressantes que les hommes. J'aime beaucoup fréquenter les hommes, mais j'aime plus raconter les femmes. Alors, je ne vous entends pas. Oui, alors voilà, vous normalement. Il me semble que dans vos personnages, que ce soit dans leurs actions, par exemple dans Chanson douce, ou bien d'une certaine manière dans leur passivité dans le roman qui précède, dans le jardin de l'ogre, vous montrez souvent chez ces femmes, chez vos héroïnes, une certaine violence. Pourquoi allez-vous chercher cet aspect-là chez elles? Je ne sais pas si je l'ai cherché. Vous savez, c'est vos personnages, ils vous arrivent comme ça, ils viennent et puis ils se mettent à vivre en vous et vous vous mettez à vivre avec eux et puis vous écrivez ce qu'ils vous dictent. Ça paraît très bizarre de dire ça. Les gens ont l'impression que c'est une forme de pause ou que c'est un petit peu insincère de dire ça, mais en vrai, nos personnages nous imposent leur personnalité, nous imposent leur façon d'être. Ce qui m'intéresse chez les femmes, et ça, chez ces personnages-là, ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on élève les femmes depuis des siècles dans l'idée de se contenir. Une femme, ça s'empêche. Une femme, ça s'empêche d'être violente, ça s'empêche de parler trop fort, ça s'empêche de désirer à voix haute, ça s'empêche de montrer ce qu'elle ressent. Une femme, ça se sacrifie pour les autres, et en particulier pour ses enfants et pour sa famille. Donc cette idée de la violence qui est contenue, et qui donc est très différente de la violence telle qu'elle peut être sublimée dans les récits masculins, qui est la violence guerrière, la violence, comme je disais tout à l'heure, de la figure, par exemple, du cow-boy, du pionnier, du guerrier. Et tout. Chez les femmes, la violence, elle est souvent retournée contre elle-même.
c'est souvent une violence que l'on tait, qui est extrêmement intime. Et donc, pour un écrivain, elle est absolument passionnante parce que ça demande à aller chercher dans les profondeurs de l'âme de cet être. Et ça pose la question de à quel moment est-ce que le barrage va céder et cette violence contenue va quand même finir par ressortir et donc prendre aussi une forme sociale. Dans le cas de la nounou, c'est-à-dire qu'à un moment, cette violence arrive dans la société puisqu'elle tue les enfants, ou dans le cas d'Adèle, dans le jardin de l'Ogre, cette violence, elle arrive aussi à travers la sexualité de cette femme. Donc la question de la façon dont les femmes contiennent leur violence, alors qu'on les décrit depuis la nuit des temps comme des êtres doux, des êtres tendres, des êtres dénués de violence. Les femmes ne sont que gentillesse et abnégation et sentiment maternel. Donc c'est intéressant d'explorer le côté inverse, l'effet plus obscur justement des femmes. Vous disiez au début de votre intervention que vos personnages vous arrivent comme ça on ne sait pas très bien d'où. Dans Le Pays des Autres, donc le roman que vous venez de publier, l'histoire est en fait liée très étroitement à celle de votre famille, à la figure de votre grand-mère alsacienne notamment, qui arrive au Maroc et qui épouse un Marocain. Quand on écrit, c'est en même temps une très belle œuvre littéraire, quand on écrit finalement, qu'est-ce qu'on invente? On invente tout. On invente tout parce que la vérité, ça n'existe pas en littérature. Tout est fiction et tout est vrai, mais tout est faux. Vous ne pouvez pas faire la différence entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. La seule vérité qui compte en réalité, c'est celle de la sincérité. La seule vérité, c'est celle de la beauté. C'est la vérité de l'émotion que vous arrivez à transmettre, que vous arrivez à faire percevoir ou ressentir à votre lecteur. Il ne s'agit pas de dire est-ce que c'est vrai qu'elle a vécu ça? Est-ce que c'est vrai qu'elle a ressenti ça? Personne ne le saura jamais et la littérature n'a pas la prétention de répondre à cette question. La seule vérité qui compte, c'est la vérité littéraire, donc la vérité du texte et la vérité du langage. Mais je vous dirais que le personnage de Mathilde, qui est effectivement inspiré de ma grand-mère, n'est évidemment pas ma grand-mère. Et ce personnage m'est arrivé de la même façon que me sont arrivés tous mes autres personnages de fiction. J'avais ma grand-mère que j'ai adorée, avec qui j'ai vécu longtemps, qui s'occupait de moi, qui me faisait des goûters et avec qui j'ai vécu des moments merveilleux. Mais même quand ma grand-mère existait, il y avait aussi le personnage de ma grand-mère. C'est-à-dire que dans ma tête d'enfant, j'ai construit très vite aussi un personnage autour de ma grand-mère parce que comme elle me fascinait, comme elle m'intéressait, comme elle me racontait des histoires rocambolesques dont je n'ai jamais su et dont je ne cherche pas à savoir si elles sont vraies ou fausses, parce que ma grand-mère était, comme tous les gens de ma famille, une indécrottable menteuse. Donc elle me racontait ces histoires et j'ai inventé ce personnage de ma grand-mère et je suis très heureuse d'avoir pu faire ça. Et je crois que c'est sans doute un des secrets des familles heureuses, ou en tout cas des familles où on est bien, c'est les familles où on accepte que les autres vous mentent et on accepte de créer des personnages à partir de nos grands-parents, de nos parents, où on n'est pas asservi à une espèce de réel comme ça qui vous empêche, et je dirais même que c'est ça l'amour. Quand vous êtes bien avec quelqu'un, vous lui permettez aussi de faire son cinéma, comme on dit, et de pouvoir de temps en temps raconter devant les autres des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Et vous n'allez pas le contredire en lui disant non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Vous le laissez aussi être un personnage. Donc voilà, pour moi, l'amour est lié à la possibilité d'être soi-même un personnage et de laisser les autres l'être. Alors justement, je voudrais qu'on aborde maintenant donc cet autre volet de votre écriture qui apparaît dans le livre de 2017, donc juste avant, Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc, qui a une dimension plus documentaire dans laquelle vous avez interrogé des femmes. Vous dites dans un propos introductif que vous avez voulu livrer une parole brute dans ce livre. Et en même temps, vous commentez les propos de ces personnes. Je voulais par exemple prendre un exemple, celui de Nour. Nour, elle dit « Je ne demande pas la lune », donc c'est un de vos personnages, « Je veux juste vivre ce que je veux avec qui je veux ». Il y a un chapitre qui suit et à un moment, vous dites, donc vous commentez les propos de Nour et vous dites « Je sens bien qu'elle n'est pas tout à fait épanouie dans son rôle de femme libérée. Elle s'arrange avec les circonstances et le temps passant, elle a sans doute le sentiment que son célibat et ses choix de vie sont de plus en plus lourds à porter. » Je pris cet exemple, j'aurais pu en prendre 1000 autres. Au fond, quelle est votre démarche dans ce livre-là et comment l'inscrivez-vous dans votre œuvre par rapport à l'écriture de fiction?
Ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'était contrer un certain discours qui existe au Maroc, mais dans un certain nombre de pays où l'islam conservateur prend de plus en plus de poids, qui est un discours qui consiste à nier la réalité même de ces femmes-là, c'est-à-dire de ces femmes qui vivent leur sexualité dans la douleur, dans le conflit, qui vivent des situations parfois absolument tragiques, qui sont celles de l'avortement illégal, qui sont celles de la virginité qui a été perdue avant le mariage et qui conduit à un grand isolement. Et lorsque vous parlez de ces situations-là et que vous essayez de défendre ces femmes, notamment au Maroc, les plus conservateurs soit vous disent que tout ça, ça n'existe pas, que tout ça, c'est une invention de l'Occident, ou alors que ces femmes-là, c'est juste des exceptions, mais des femmes qui ne représenteront jamais les Marocaines, qu'elles ne sont rien du tout. Donc, tout simplement, ce que je voulais en disant surtout une parole brute, c'est-à-dire une parole à laquelle je ne cherche pas à ajouter de lyrisme, de poésie, que je ne cherche pas à enjoliver. Quand elle dit parfois des mots qui peuvent être grossiers ou des mots familiers, je les laisse tels qu'ils sont. C'est de pouvoir dire à ceux qui nient l'existence même de ces femmes, de leur dire, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas qu'elles existaient. Et ce livre, je l'ai écrit avant la déferlante MeToo, avant tout ce discours et toute cette réflexion qu'on a eue autour de la question du silence des femmes. Et c'est ce que je dis en introduction, c'est qu'on ne mesure pas à quel point les femmes se taisent, tout ce qu'elles retiennent. Et ce que j'essaye de dire, je cite la poétesse Audre Lorde, c'est que le silence ne nous sauvera pas. Malheureusement, très longtemps, on a pensé qu'en se taisant, on allait se sauver sa peau. Mais ce qui se passe d'ailleurs en ce moment en France nous le prouve. En fait, en se taisant, on sauve jamais sa peau. C'est pas vrai. Et que finalement, on meurt de notre liberté, mais on meurt de nos lâchetés aussi. Donc, autant mourir de notre liberté plutôt que de mourir de notre lâcheté. Donc, c'est ça que je voulais montrer dans ce livre. Je voulais donner la possibilité à ces femmes de prendre la parole dans la dignité, dans le respect, de leur montrer qu'elles pouvaient être écoutées et pas jugées. Puisque le sujet qui nous occupe ce soir est celui de l'engagement, il me semble en fait sous-jacent à tout ce qu'on a dit depuis le début de cette conversation, que votre écriture, tant en matière romanesque que dans ce livre dont vous parlez, est une forme d'engagement, est un positionnement. Je me demandais si vous faisiez une différence dans les formes de l'engagement entre ces deux types d'écriture, l'un plus romanesque et l'autre plus documentaire, ou si pour vous, au fond, c'est un peu du même ordre, cet engagement. Je dirais qu'il est du même ordre d'une certaine façon parce qu'il répond à il y a une cohérence intellectuelle autour de cela et puis quelque chose de l'ordre de l'obsession. Et un écrivain, ça n'est rien d'autre qu'un être obsessionnel. C'est un ruminant, un écrivain. C'est quelqu'un qui a une obsession et puis qui va la ruminer pendant 50 ans et qui va vous saouler avec son obsession et qui va essayer de lui donner plein de formes différentes. Mais au fond, moi, je le sais, j'espère que ça ne se voit pas encore, mais moi, je sais très bien que tous les livres procèdent de exactement la même chose. Je sais reconnaître ce que je disais, ces obsessions qui reviennent dans le jardin de l'or jusqu'au pays des autres, autour de la sexualité, autour du corps, autour de la violence, autour du système patriarcal, de tout ce qui nous domine, de la religion et tout. La fiction permet plus de complexité, plus de finesse, et elle permet un engagement qui passe par la chose la forte et la plus puissante dans l'humanité, c'est l'émotion. Et l'émotion, ce qui est extraordinaire avec elle, c'est qu'elle n'a pas de frontières, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de religion, elle n'a même pas véritablement de langue. Quand vous parlez de l'amour maternel, quand vous parlez du désir sexuel, que ce soit un Chinois, un Péruvien, une Américaine, un Brésilien, tout le monde est capable de comprendre ce dont vous parlez. Vous n'avez même pas besoin de contextualiser ça. Donc la force de l'émotion, elle est extraordinaire parce qu'elle permet d'atteindre à un universel. Donc en cela, je trouve que la littérature, elle est évidemment au-dessus de toutes les autres formes d'écriture. Mais l'écriture comme celle de Sexe et mensonges, l'écriture journalistique, l'écriture de tribune comme j'ai pu le faire, de petits livres aussi engagés de chroniques, là, ça vous met plus en prise avec le monde et avec la violence du monde et avec sa laideur. Je suis une femme, je suis née dans un pays musulman, je suis une femme qui a toujours revendiqué sa liberté sexuelle, sa liberté de mœurs, sa liberté de vie.
vous imaginez bien que voilà, je suis le profil, enfin, le genre de profil qui attire beaucoup d'inimitié. Donc, le choix n'est pas le même. Le moment où vous vous lancez dans une écriture qui est une écriture du réel, les risques que vous prenez et la déflagration à laquelle vous allez vous confronter n'est pas la même que la fiction parce que, et c'est sans doute révélateur, les gros cons ne lisent pas de romans et que voilà, les islamistes ne lisent pas de romans. Donc je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, mais en tout cas, ça nous protège. Voilà. Donc dans la littérature, on est plus protégé. Et je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais c'est comme ça. Je voudrais qu'on poursuive maintenant la conversation en s'avançant dans le champ des arts plastiques, dans lequel Thanks for Nothing intervient beaucoup. On a beaucoup lu que vous avez suivi des cours enfin, vous avez été étudiante au cours Florent, vous avez même réalisé un film, je crois. Je crois que vous avez aussi un intérêt pour la création contemporaine, je parle des arts visuels, mais de cela, on sait peu de choses. Et finalement, d'où vous vient ce goût et comment le définissez-vous? À quoi vous vous intéressez dans ce domaine? Alors ce goût, il est venu assez tard pour une raison très simple. Moi, j'ai grandi au Maroc dans les années 80-90 et j'ai grandi dans un pays où il n'y avait aucun musée. J'ai grandi dans une ville où il n'y avait aucune galerie. Donc, j'ai grandi dans un pays et dans un contexte où pour moi, l'art, c'était quelque chose qui existait, mais ailleurs. Et l'art était associé à l'Occident, était associé voilà, au monde occidental, au monde dominant. Et moi, vivant dans ce que je considérais à l'époque, que j'interprétais comme étant la périphérie, un monde plutôt dominé, pour moi, l'art ne rentrait pas chez moi. L'art qui rentrait chez moi, c'était un art des reproductions, donc des tableaux, bah, les grands classiques de Botticelli à Léonard de Vinci, en passant, je ne sais pas moi, par Picasso, que je voyais en reproduction dans des livres d'histoire. Et c'était mes parents qui rapportaient des livres de musée ou des livres de peinture. Donc c'est comme ça que je découvre un peu la peinture, mais de très loin. Mais à côté de ça, mes parents étaient des collectionneurs et mes parents étaient des grands collectionneurs de peinture contemporaine marocaine et africaine. Et donc chez moi, les murs étaient remplis de tableaux, de peintres que je ne valorisais pas parce que moi je ne les avais jamais vus dans un livre et que je pensais que voilà, l'art c'était forcément quelque chose d'occidental et que j'avais une sorte de, j'allais vous dire, de mépris de moi-même. Quoi. Il n'y avait pas, comme c'est le cas aujourd'hui, la vogue pour l'art africain qui a commencé dans les années 2000, 2005. On commence à s'intéresser à cet art-là, on commence à les valoriser, on construit des musées aussi au Maroc et dans les pays du Maghreb. Mais moi, je voyais ces tableaux, bon, ça ne me disait rien. Et mon père était peintre. Donc mon père peignait, mon père avait un atelier. Là, je suis dans mon bureau chez moi et je suis entourée de tableaux de mon père. Donc j'ai toujours vu mon père avec les mains dans la peinture. Et quand mon père à la fin de sa vie a été incarcéré et il est sorti de prison, il était très malade. Et les dernières choses qu'il a faites, c'est peindre. Et quand il écrit en prison, la seule chose dont il parle, il dit tout ce que je veux, c'est retourner dans mon atelier, je veux peindre. Donc la peinture, pour moi, c'était ça. C'était l'expression d'une liberté. C'était l'expression aussi, parce que tous les peintres de cette époque contemporaine marocaine, tous les peintres comme Chabia, Cherkaoui, Saladi, qui vont devenir tricotés plus tard et qui vont exposer dans le monde entier, sont tous des gens qui sont morts drogués, qui sont morts d'alcoolisme, qui ont eu des vies assez terribles. Donc c'était des êtres très marginaux et ça m'intéressait, ça aussi, qu'on puisse dans mon pays voilà, mener une vie si marginale. Donc c'est comme ça que moi je suis entrée par là. Ensuite, je viens m'installer en Europe, je découvre les musées européens qu'au début je déteste parce que je les trouve vraiment intimidants, snob. J'ai l'impression que tout le monde me regarde, je ne sais pas comment il faut regarder. Alors je commence à imiter les gens, je reste très longtemps devant des croûtes qui en fait ne me plaisent pas du tout, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut faire, alors je le fais. Je mets énormément de temps à trouver ma liberté face à l'art et à pouvoir dire qu'il y a quelque chose que je n'aime pas, quel que soit voilà, ce que les critiques en pensent. Mais voilà, là aussi, ce qui me plaît, ce qui m'intéresse, c'est comme toujours l'exercice de sa liberté, l'exercice de son goût, et pouvoir aller vers ce qui nous touche, ce qui nous procure de l'émotion, et ne pas avoir peur de ne pas aimer quelque chose, même si tous les gens trouvent que c'est extraordinaire et que c'est de l'art. Si on trouve que c'est de la bouse, bah, oser dire que c'est de la bouse. Quel effet
vous parliez à l'instant de cette mode de l'art contemporain africain, et il y a effectivement, en tout cas, un véritable intérêt qui s'est développé, ne serait-ce que peut-être dans les 6-7 dernières années, pour tout ce qui se passe sur le continent africain. Ça vous fait quel effet? Bah, moi, ça me fait plutôt un effet positif parce qu'on n'a pas encore les excès. Les excès viendront, c'est certain, mais on n'a pas encore les excès. Le Maroc est assez avant-gardiste et assez à l'avant-garde dans cette reconnaissance d'un marché de l'art africain, puisqu'il y a deux grandes foires d'art africain qui sont notamment une à Marrakech, que le roi du Maroc est un très grand collectionneur, qui donc a participé à la création financièrement d'un véritable marché de l'art, donc, où les artistes peuvent enfin vivre de leur travail. Et c'est ça qui est important aussi. Je vous parlais tout à l'heure de cette génération de peintres extrêmement marginaux, mais c'est surtout parce que c'était des peintres qui ne pouvaient pas vivre de leur travail. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de peintres qui peuvent vivre, de photographes qui peuvent vivre de leur travail, qui exposent partout dans le monde, qui vont faire des études aussi dans de grandes écoles en Allemagne, à New York ou en France. Et donc, ça valorise aussi pour les générations futures l'idée qu'on puisse demain s'intéresser à l'art, en vivre, que ça n'est pas un truc pour les fous, pour les marginaux, pour les dégénérés. Donc, c'est très important aussi de valoriser ça. Et puis, moi qui ai été reporter pour Jeune Afrique pendant longtemps, et moi qui ai pu découvrir il y a déjà 20 ans la photographie d'Afrique centrale, la peinture d'Afrique de l'Ouest, découvrir tout ça, toute cette esthétique aussi de l'Afrique subsaharienne, j'ai vécu ça de manière exaltante, le fait qu'on puisse enfin partager ça et que partout dans le monde, on puisse s'intéresser à ces artistes qui sont absolument extraordinaires et puis qui sont habités par bien autre chose que l'appât du gain, etc., qui travaillent souvent avec pas grand-chose, mais qui dans leur pays, on le voit d'ailleurs au Ghana, on le voit en Côte d'Ivoire, réussissent vraiment à créer des petits marchés, à créer des écoles, à former des jeunes. Donc je trouve ça vraiment exaltant. Et en vertu justement d'un engagement très profond. Absolument, absolument, d'un engagement très profond et puis d'une envie de se réapproprier, parce que je vous disais tout à l'heure, l'art est occidental, parce que nous, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête pendant longtemps, et parce que c'est aussi finalement, une des conséquences de la colonisation. La colonisation arrivait avec cette idée que l'art était occidental, et puis même quand les surréalistes parlent de l'art nègre et amènent les premières statues, les premiers masques africains en Europe, il y a une façon de se réapproprier, du coup de dévorer cet art qui n'appartient plus vraiment à ceux qui l'ont créé. Donc c'est très intéressant aussi de pouvoir se réapproprier une esthétique, se réapproprier un territoire et de pouvoir voilà, être le propre commentateur de son monde, sans être dans un conflit pour autant Occident, Orient, Afrique, etc. Il s'agit de ça, mais de dire qu'au contraire, l'universel nous appartient à nous aussi. Est-ce que vous regardez, est-ce que vous vous intéressez à une très jeune scène contemporaine? Est-ce qu'il y a des artistes que vous fréquentez, dont vous suivez le travail en particulier? Écoutez, moi, il y a justement, je vais vous citer deux artistes marocains. Le premier, c'est Hicham Berrada, Ouais. que j'aime beaucoup, qui est un artiste qui me touche énormément. Dont j'espère de tout cœur qu'il est en ce moment même en train de recevoir le prix Marcel Duchamp, mais ça on le saura qu'à l'issue de notre Voilà, conversation. j'espère moi aussi. Dites-moi si vous avez un texto ou un truc. Moi, j'aimerais On le bien savoir. saura, j'ai mis mon téléphone off, on le saura pas maintenant. Voilà, j'aimerais beaucoup. En tout cas, moi, il me touche énormément. J'ai eu la chance de passer une nuit pour un livre qui s'appelle Ma nuit au musée. C'est une collection chez Stock. Donc, j'ai passé une nuit à la Punta de la Dogana où il y avait des œuvres d'Hicham Barada et en particulier une œuvre magnifique qui s'appelle Mesk al-Arabi, le galant de nuit, et donc qui est une inversion du cycle naturel du galant de nuit. Et voilà, cette œuvre m'a accompagnée pendant 12 heures. J'ai dormi juste à côté et je trouve que c'est un artiste d'une immense délicatesse, que ce qu'il raconte et ce qu'il dit aussi sur la nature n'est pas du tout ni démagogique, ni donneur de leçons, ni d'une violence gratuite, mais je trouve que c'est vraiment un artiste qui est dans la poésie et ça me touche énormément. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et une autre artiste marocaine aussi qui me touche beaucoup, c'est Ito Barada, qui vit et travaille à New York, qui a fait des choses très très belles sur la migration, qui travaille aussi de manière générale sur la question de l'authenticité. Qu'est-ce qui est authentique et qu'est-ce qui ne l'est pas?
qu'on peut avoir parfois. Et qu'est-ce que c'est que la fausse authenticité? Ce qui veut se faire, faire croire qu'elle est authentique et qui n'est parfois que du folklore voilà, ou que d'espèces d'inventions comme ça. Donc c'est très très beau la façon dont elle travaille sur cette question de l'authenticité qui pour tout artiste est une question évidemment fondamentale. Dans l'œuvre de Hicham Berada dont vous parliez à l'instant, apparaît un autre thème qui va traverser le colloque dans la semaine, qui est celui de la durabilité, en fait, de préoccupations qui concernent le monde entier, le monde de l'art en particulier, sur la transition écologique, sur la manière dont on peut faire des choses autrement, dont on peut s'adapter en matière de production, en matière de production d'œuvres, de scénographie, de bâtiments, de conception, en fait, de vision de l'art. Je me demandais si les thèmes qui traversent votre littérature, d'une manière ou d'une autre, se retrouvaient dans votre intérêt pour l'art et vice-versa, si ces thèmes qui peut-être vous intéressent dans les champs de l'art pourraient trouver un écho présent ou à venir dans votre écriture. Oui, parce que je crois que ce qui m'intéresse beaucoup dans l'art, ce qui me touche beaucoup, c'est tout ce qui a aussi, c'est la façon dont on évoque et dont on donne corps à la solitude. Mais à la solitude au sens métaphysique de la solitude, c'est-à-dire à l'indépassabilité de la solitude, au fait qu'on sait tous, au fond de nous, que nous sommes seuls et que nous mourrons seuls. Et que, oui, bien sûr, des gens traversent nos vies, parfois de manière très forte, très profonde et d'une manière qui nous semble inaltérable, mais on sait au fond de nous qu'il y a quelque chose qui est cette noire et profonde solitude à laquelle on n'échappe pas. Et je dirais que oui, ça c'est la chose qui me touche le plus, c'est la façon dont on essaye justement d'y échapper, dont on essaye de sauver les apparences, de se faire croire de se divertir, comme Pascal le disait, de se divertir de cette terreur métaphysique qui est celle de la solitude et de la mort. Donc dans mon travail d'écrivain, à la fois dans ce que j'écris, mais dans ce que je lis aussi, parce que je suis peut-être encore plus lectrice qu'écrivain, et puis en tant que spectatrice, dans le cinéma, dans les arts visuels, dans la photographie. Dans la photographie, par exemple, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, la façon de saisir la solitude des grandes villes. J'aime beaucoup les photographies de Bérénice Abbott, j'aime beaucoup le travail de Viviane Meyer, la façon dont vous saisissez finalement à la fois la solitude et puis la fugacité de l'existence, cet instant qui est n'est déjà plus, et au moment où vous le regardez, il a disparu depuis très très longtemps. Donc oui, bien sûr, ce sont des thèmes qui se rejoignent tout à fait. Et est-ce que ce sont des regards de femmes qui vous intéressent particulièrement parmi ces photographes que vous venez de citer? Honnêtement, je n'en sais rien, je crois pas. Vous savez, moi je crois que c'est pour ça que c'est merveilleux d'être un artiste. Parce que quand on est un artiste, on n'est pas obligé d'être tout le temps un homme et une femme. Moi, je crois pas qu'on écrive avec ses parties génitales et je pense pas qu'on prenne des photos avec ses parties génitales non plus. Je pense que ce qui est merveilleux quand on est artiste, c'est qu'on peut développer un autre organe, qui est un organe dans lequel on est un homme et une femme, un vieux et une jeune, un éléphant et un être humain. On est des milliards de choses en même temps. On peut devenir une plante, on peut devenir plein de choses. Et je crois que malheureusement, on est dans une époque où on a du mal à accepter cette idée que l'être humain est un être extrêmement plastique, à l'intérieur de nous, on est des multitudes, on peut se faire minéral, on peut se faire végétal, on peut tout imaginer. Et aujourd'hui, au contraire, on voudrait tout restreindre, on voudrait dire qu'on ne voit qu'à travers un seul angle, à travers un angle de femme. Mais moi, du fait que je suis un être humain femme, en fait, je suis le monde entier, je peux tout être. Peut-être demain, je pourrais vous écrire un roman du point de vue d'une montagne. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, on n'ait pas envie d'embrasser la multiplicité de ces points de vue, mais au contraire, de toujours vouloir appuyer sur la spécificité d'une identité. Moi, j'ai jamais écrit comme musulmane ou comme femme ou comme, j'en sais rien, moi, comme habitante du 9e arrondissement. Je trouve pas ça très, très intéressant. Je trouve que ce serait une très belle manière de conclure sur la définition de ce que c'est que cet engagement de l'artiste dans la société, dans toute sa diversité, dans toute sa plasticité, justement.
Je dirais qu'un artiste, c'est un homme libre qui parle à un homme libre. Pour moi, c'est ça un artiste. Merci beaucoup. Merci à vous. Leïla Slimani. Je crois que l'heure a tourné et que nous laissons la place à Lina et Lucia. À moins que, Marine, est-ce qu'on prend des questions maintenant ou à la fin? Alors, d'abord, je voulais évidemment vous remercier infiniment pour cet échange. Merci, merci beaucoup Leïla et Annelle, puisque je ne m'attendais pas du tout à toutes ces révélations, à toutes ces analyses sur l'art que j'ai trouvé absolument magnifique et qui vient certainement, Leïla, aussi de ce rapport sentimental aussi à ce qui vous entoure littéralement aujourd'hui physiquement, c'est-à-dire les œuvres de votre père aussi. Je ne connaissais pas ça de votre vie et j'ai été honnêtement très impressionnée par ce pan et par ce que vous avez décrit de votre rapport à l'art et qui complète parfaitement les champs qu'on voulait aborder aujourd'hui. Donc, je vous remercie infiniment pour cet aspect-là. Et je voulais, pardon, ajouter une dernière chose. Les oiseaux et les feuilles qu'on voit derrière vous, qu'est-ce que c'est? Alors ça, je suis dans la maison où je passe la moitié de la semaine à la campagne. C'est une maison qui a été habitée par des Anglais avant moi, voilà, et qui avait mis ce papier peint anglais que j'aime beaucoup et qui m'accompagne quand je travaille. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Et merci vraiment pour cette parole aussi sur la liberté des artistes, parce que je pense que se retrouve dans ce que vous avez décrit, Leïla, tout le travail des artistes avec lesquels on travaille au quotidien, qui est qu'effectivement, on peut tout être. Et je trouve que c'est une façon la plus englobante et la plus enveloppante d'aborder finalement nos thèmes, c'est la notion de la liberté. Et qu'en effet, le silence qui est imposé trop souvent aussi aux femmes, comme vous le disiez, le silence n'est jamais la solution. Thanks for Nothing, c'était aussi un moyen de se positionner face au silence de la société sur certains sujets, comme la question de l'accueil des réfugiés. C'est aussi pour ça qu'on a créé ce projet. Et je trouve que ce que vous avez dit sur justement, on perd toujours à être silencieux et on gagne, y compris parfois dans des combats très difficiles, rejoint effectivement, je dirais, en filigrane un positionnement politique face à la vie, qui est effectivement la liberté de parole. Et je sais que vous avez publié un texte hier face à l'atrocité et à l'attentat terroriste, évidemment, qui s'est passé. Et effectivement, je pense qu'il y a là un dénominateur commun, une colonne vertébrale fondamentale, qui est la liberté d'être, en fait, telle que vous l'avez décrite, la liberté, effectivement, d'écrire, la liberté d'être artiste, mais la liberté aussi d'être citoyen, puisque en tant que femme aussi, vous vous positionnez en tant que citoyenne, vous vous positionnez fortement. Et c'est ce qui m'intéressait beaucoup dans votre parcours. Et c'est ce qui intéresse et ce qu'on retrouve dans tous les parcours de chacun. C'est au-delà d'un positionnement public, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire aussi en tant que citoyen et comment les deux aspects peuvent se rejoindre. Et absolument, je trouve qu'il faudrait clore cette parenthèse enchantée que vous nous avez offerte par cette liberté fondamentale de l'artiste et des citoyens. Et je vous remercie infiniment pour cette magnifique. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci. Alors, je vais maintenant accueillir, merci Annelle aussi, et je te souhaite un bon prix Marcel Duchamp, dont tu nous diras qui est le lauréat en effet. Je vais maintenant laisser la parole donc à Lucia Petroiucci et Lina Lapellite. Avant d'introduire aussi leur présentation, je voudrais simplement vous dire aussi la raison pour laquelle nous avons décidé de nous associer cette année. Eh bien, ce partenariat est venu aussi d'un événement important pour Thanks for Nothing en 2020. Cette année a été catastrophique par bien des aspects, traumatisante. En même temps, elle permet d'aborder aussi des réflexions profondes. Et au début de l'année, en fait, Thanks for Nothing a été lauréat de l'appel à projet de la ville de Paris pour la reprise du site Saint-Vincent-de-Paul, qui est un lieu que nous allons ouvrir en 2024, donc un nouveau centre d'art, un nouveau espace d'exposition composé de plus de 10 résidents d'artistes et ateliers logements pour des artistes internationaux, mais aussi un espace qui nous permettra de développer des parcours et des programmes hors les murs d'installation d'œuvres monumentales dans l'espace public. Et nous avons décidé fondamentalement d'y intégrer aussi une dimension sociale, environnementale. Pour cela, nous avons invité d'autres associations, des associations de terrain avec lesquelles on s'associe toujours depuis le début des projets de Thanks, qui sont en l'occurrence Emmaüs Solidarité
et le Refugee Food Festival, pour ne citer que, mais aussi le consulat pour la partie environnementale. Et l'idée était vraiment de créer un centre d'art d'un nouveau type qui réponde aussi aux enjeux que 2020 finalement renforce, c'est-à-dire l'art en dialogue avec les enjeux sociaux et sociétaux, avec des associations qui sont au cœur de ce dispositif. Et donc, en parlant de ce projet-là, que nous ouvrirons en 2024, avec notamment Lucia qui est ici, nous nous sommes dit que finalement la Serpentine Gallery a été précurseur avec son programme écologique sur ce point. Et donc, il nous a semblé tout à fait normal et assez naturel en fait de s'associer pour ce programme, valoriser tout ce qui avait été fait par Lucia. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de les accueillir aujourd'hui. Et je vais laisser la parole à Clarisse Dumazy, qui est dans mon équipe et qui va faire une brève introduction de Lucia et de Lina avant de vous laisser la parole pour le débat. Voilà. Et nous sommes très Covid-friendly puisque nous nous sommes fait tester. Clarisse n'a pas le Covid, moi non plus. Donc, on peut être à proximité ici sans porter de masque. And then we will switch in English. Hello, everyone. So now a quick introduction to the work of Lina Lepelite. She's an artist and musician living and working between Vilnius and London. Her performance-based practice floats with pop culture, explores gender stereotypes, aging and nostalgia. In her recent work, Lepelite traverses between disciplines and explore various forms of performativity. In 2019, her opera performance Nancy Marina, with co-authors Rugile Bazukaite and Vaiva Glainite, won the Golden Lion for the best national participation at the Venice Biennale of Art. Lina's recent shows include Nomadic Night at the Cartier Foundation in Paris, Tel Aviv Museum of Art, Kunsthal Praha, and Riga Biennale. And on the other part, we have Lucia Pietro-Justi, which is a curator based in London, working across disciplines at the intersection of art and ecology, mostly outside of the exhibition format. She's the founder and curator of the General Ecology Project and Network at Serpentine Galleries, and a co-founder of Serpentine Radio. Her ongoing projects include The Shape of a Circle in the Mind of a Fish with Philippe Ramos, and Back to Earth. Outside Serpentine, she has been the curator of Sun and Sea by Rugile Bazinga, Vaiva Glainite, and Lina Lepelite, which represented the Lithuanian pavilion at the 58th Venice Biennale. She's one of the curators of the 2020-2021 Shanghai Biennale as well. And her forthcoming publications include More Than Human with Andrés Jacques and Marina Otero-Versier in late 2020. So thank you very much, and here's to you, ladies. Thank you so much, Clarisse and Marine and Blanche and everyone at Thanks for Nothing. May this be the beginning of a long and wonderful path that we walk together. So yes, I'm Lucia. Thank you, Clarisse, for the incredibly generous, over-generous introduction. So I don't need to tell you anything about myself. I would add to Lina's, your wonderful accolades, that of having been a friend and a companion through many, many years of life. Of course, we share many of the paths that have taken us all the way around the place and then spun us around into a kind of washing machine in 2019. But just to take this opportunity to say, yes, pop culture, gender, nostalgia, but also this kind of texture that is in your work all the time that I can never put my words around so much. And I once described in a talk, and thank God you weren't there, I once described in a talk going, you know, everybody cries at Sun and Sea, but actually it's got the matter-of-factness of a piece of ham falling on the floor. And so this kind of thing between, you know, something that is absolutely sort of existentially and profoundly heartbreaking, and at the same time, just kind of is funny, and it's difficult, and it's really complex. And perhaps another thing that I should say by way of an introduction is to just really thank Leila and Anel for the opportunity to listen to them. I was lucky enough to speak French, so I will translate for you, Lina, later on. But one of the things that I loved the most was this notion of solitude in relation to the environment. And yet it is one of the things that I disagree with, perhaps, the most, because much as in a choir, and we will see through the conversation, of course, that Lina, your
work often works with a multiplicity of voices and a multiplicity of soundscapes, but just as in a choir, we are actually incredibly not alone, or at least that's how I see it. And the fear emerges not so much from that feeling of existential angst, but from not being quite able to grasp the infinite complexity and multiplicity of life forms and species that actually constitute our relationships with ourselves, our own body, and the environment as a whole. And it made me think about George Eliot as writing, if we had a keen vision and feeling of all ordinary human life, it would be like hearing the grass grow and the squirrel's heart beat, and we should die of that roar which lies on the other side of silence. So there you go. On the other side of silence and loneliness is a roar of beauty, and when we die, we become compost and we feed trees, and that is a beautiful thing. So Lina, welcome. Thank you so much for being here with us. Thank you for inviting me. I'm really excited to speak with you, Lucia, which we rarely do. And thank you for Thanks for Nothing team for thinking of us in this context, and that's really exciting. And I'm sorry I could not understand the word in the previous conversation, so I cannot really relate to it more than the beautiful sound of French in my ears. But you heard it like a composer. Well, like I heard it as a bird song. So, Lina, and it's funny when you're preparing a talk like this, and we're preparing it together, you kind of go, is there anything that we haven't spoken about yet in life? And usually the answer is no, so let's just do it kind of again. But let's start from the very beginning, which is Thanks for Nothing asked you to come up for a title for this whole symposium series, and you came up with instructions for the woodcutters. And I was wondering if you could just tell us where it comes from. So actually, the title comes from my recent work that I did at the Riga Biennial, Riboka 2. And the actual work is called Currents, and it involves around 2,000 logs being laid in the water. And that refers back to the times when the logs were, when the wood was traded via the rivers. So the vision of the piece was to reenact that process, which we later on realized is kind of impossible in these days. But the actual title, so the work itself, it consisted of this large installation and the sound piece, which also then turned into a performance, and the performance was named Instructions for the Woodcutters. And it's kind of almost ironic take on the idea of the woodcutter in these days, because it's been all changed to heavy machinery, and the actual woodcutting does not exist. And I was also kind of flirting with the idea of the woodcutters songs in this work, and that also kind of is almost like romantic idea in those days, because the singing of the woodcutters was based on the beat that would get produced by hitting the tree with the axe. And since this does not function anymore as an action, the kind of relationship with that woodcutters songs is very different now, as well as the fact that this was, like transporting the wood through the rivers was such a manly thing, but also like that is it for me. The work itself, it kind of, once we built it really added many layers of the relationship with the environment, relationship with the river, with also like the man's power with nature, against nature, and all this. So that's a kind of short or long
explanation of the name. Thank you. Should we hear a piece of it? Yeah, let's do that. And perhaps, Marine, you can be our quality control. So if you can't hear it, you'll just tell us. And so, strangely enough, with these trees, some 35 men went into the woods with sharp axes. They were hitting and hitting and hitting up to each other. The beautiful rhythm of power and strength, the knowledge that everything belongs to man. Everything belongs to man. Everything belongs to a man. And the rhythm itself, it sounded something like this. But sometimes it got so messy, like something like this. And then someone came and said, hey guys, you know, everything would sound much better if you managed to make the beat together. Why don't you make this beat together? So then it could sound something like this. Imagine if you all the 35 of you followed the rhythm and be together in that rhythm. Yeah, something like this. They were going on and on and on, the super young and pretty old. They were going on and on and on, the super young and pretty old. They were going on and on and on, the super young and pretty old. They were going on and on and on, the super young and pretty old. They were going on and on and on, the super young and pretty old. They were going on and on and on, the super young and pretty old. They were going on and on and on, the super young and pretty old. They were going on and on and on, the super young and pretty old. They were going on and on and on, the super young and pretty old. They were going on and on and on, the super young and pretty old. They were going on and on and on, the super young and pretty old.
Thank you. It always feels very different when starting with a song. Well, we planned to Ah, do it live, right? I was so rehearsing to perform a live song here, but I'm sorry, the technology is still not good enough for us. Zoom was doing a kind of like hearing Lena twice, but not in a composed way by you, and it just didn't sound good. Speaking of which, actually, given the fact that this piece that you presented in Riba also has in some way to do with the environment or with nature, and there is something kind of, I don't know, there is something quite mournful about this rhythm. Did you have any expectation on like yourself or that you felt externally to make work that addressed the environment after Sun and Sea, or did it just come from the space, or where did it come from? Yeah, I think, well, I also must say for this work, I collaborated with architect Mantas Petraitis, also known as Implant Architecture. And working with him, actually, I really enjoy doing it because he really, as an architect, I think he's not afraid of huge work, but also that probably has something to do with working with men, like sharing this ideas. And I think so when we first visited Riga and the site of where the biennial was planned to be, the fact that there was water really kind of brought us back to the history and this wood trading, and the fact that Riga as a city really got wealthy out of this Baltic wood trading. So that was the kind of sense of history there. Also like looking at the city of what it is now, but so I think for both of us, the piece had a very different meaning. So it's a kind of historical and architectural site, I think was more in Manta's head, but then I always saw it as something that's extremely manly, in the sense that the wood, the kind of the raftman would always be men, and that was almost like a pride for a man to do that kind of work, to control the logs not getting out of the stream, and also not to die simply. So then of course it related to the environment, because of course we have like these 2,000 logs laying down there, and of course you think immediately about the deforestation and like how, where we all are, and I'm also involved or like following the current situation, and at least like in Lithuania, the woods are being cut and very, in the huge speed, and at the same time we are all living in the environments where the furniture is made out of wood. So there are like a lot of different things that are embedded in that work. And also I think for me also that the piece itself, and the song that I did not sing now was also referring somehow to the current situation in Belarus, which is the country itself is being led by a group of women who try to kind of who seek for a fair situation and want to escape of the government, which been there for a long time.
and kind of is leading the revolution, but a peaceful one. So so many layers are there for me. So not just the environmental part, but you know how that environmental part is also related to like competition and also competing with nature somehow. There's something that piece, and particularly the sound environment, that it makes me think of, which is it's almost as because it's not nostalgic towards a kind of arrhythmic or multi-rhythmic or polyphonic cutting of trees, in as much as that itself has that sort of slight tone of comment on masculinity that a lot of your work has. And so to a certain extent, it's almost as though it's saying that this separation, this like violent separation between the human and the environment, in that case, the tree, this violence, it's almost like the machine then becomes the kind of ultimate, like apogée in French, like the ultimate realization of this human dream. But at that point, the machine itself then eats the humans. And actually, this makes me think of something that is not in the plans, which is that there is something there about this idea of like the machine then eating the human back in Have a Good Day. Because Have a Good Day, which is this opera that it's actually the first collaborative work that you've done with Rugile Bardziukaite and Vaiva Grainite, Yes. is the checkout counters, right? Yeah, the supermarket cashiers. And they are kind of in this, you know, if you think of it in the context of automations in supermarket, for example, and the loss of lots of jobs, these women are also like, they have profound and vivid inner lives, but they have a kind of machine-like processing of, no, maybe you can talk it better than I can. Yes, they do very much. And for me, actually, that work for me started from the sound of the cash machines, when they are not cash machines, but the checkout points, right? When you scan the product, it produces this beep, and way before we made this opera work, I imagined this huge sound installation that only consists this sound of the beeping, because it's in a particular tone, and in the opera Have a Good Day, that tone actually is the where all the singers are tuning into. So it kind of is one note that the whole singing is based on. Right. But that machinery that eats itself, or that eats you back, like you make it, yeah, you make the machine, and then eventually the machine eats you. Yeah, I think also when in the work of the currents, I was I think also I was kind of also almost like nostalgically looking in that woodcutter, which would have this relationship with the tree. You really had to know how to cut, where to cut, and how to run away, and you know, from the falling tree to, you know, not to die. So that, again, for me, it's that, as in many other works, it refers also to slowness, and like to slowing down, and against like how we live in. I mean, we had quite a lot of opportunities this year to slow down, but it is in the work, I think. Thank you. Thank you. I suppose if we just rewind back to the woodcutters again, and we follow the path of this question around masculinity and I suppose discipline, like the rigidity of rhythm and of discipline and how it appears in your work. When we were sort of brainstorming for this conversation, there were 3 works that came up: Pirouette, Candy Shop, and Hunky Bluff. Which one should we talk about first? Well, if the discipline is the key word, then probably Pirouette
is the one. I'm going to share an image of Pirouette and maybe you can talk around it. And there's only one folder in my computer and it's called Lina. So this is the image. I hope you can see it. Mm-hmm. So this is a work that you presented in Vilnius and also in London at different points. And will you just talk through what is happening right now in the piece? Yeah, I also showed it in Marseille actually just sure. recently with the local performers there, which was an interesting and exciting version of the piece. So this is the work for a retired ballerina, ballet dancer, and a musician playing saxophone or clarinet using circular breathing technique. And for those who don't know, circular breathing is the technique that musicians use, wind instrument musicians use to get the sort of never-ending sound as they are able to breathe in while they are breathing out. So the stream of sound never stops. So for me, this technique is some kind of superior position where you actually don't. Whenever I listen to that trick being used, I almost suffocate myself because you understand that someone needs to breathe, being, and to be able to produce the sound to blow out. And so for me, this was very kind of, again, like presentation of some kind of virtuosity and ability to do something magic and very powerful. And the idea to work with retired ballerina was also came quite accidentally, as I met someone who used to be a dancer in the opera and ballet theater in Lithuania, and I was amazed that she's this young, beautiful woman, and she's not kind of allowed to be on stage anymore. So, after a few conversations, we kind of built this piece together, and I was learning things about classical ballet and the discipline, of course, and their training, and then the piece developed as being a 15-minute kind of act of two people doing one thing. So the dancer is spinning in one place with her hands up. So it's on her tiptoes, and the musician is playing one note. Also important to mention that the musician that I worked with, he's a famous jazz musician in Lithuania. So for him also to play one note was also very much like limiting his capacities and like locking into this very, very narrow field of his abilities. So the piece is fairly simple, but you see the dancer spinning, and at some point you kind of, her body starts to respond to this action. You see her sweating and shaking. So it's a very intimate work, but again, also like things of these disciplines that both of the performers had to go through to be able to perform this.
And it's really quite a physical experience watching this, because having been in that exact room, it's not until you start to see the small glints of sweat on the back of the ballerina and like the tiniest of a quiver of one muscle on either of the two, actually, like the vein on the, it's at that point you just go from like an experience of intense beauty to an experience of physical pain almost. Mm-hmm. Like that feeling that you have when you desperately don't want someone on stage to fail or to fall or to be hurt, but then also you completely like introject that experience. So that discipline ends up, through the extremity of the discipline, it ends up somehow being interiorized, or at least that's the experience that I made of it. But speaking of discipline, I'm going to stop sharing here. Many years ago, actually around the time that we met, we worked together on a performance called Hunky Bluff, which was inspired by, and correct me if I'm wrong, but inspired by the figure of the castrato in classical music. Do you want to talk a little bit around that whilst I queue up a tiny section? Yeah, so actually the figure that inspired the piece was not a castrato, but the again, like the personal relationship with the woman who had a very low voice, manly voice. And then and for a long time I had this vision that I really want to work with a group of women who have super low manly voices, and then it kind of went quite natural that the material that was used to be performed was the selection of songs that were originally written for castrati voices, for the high man voices, yeah, so that's the story of the Hunky Bluff. Then it was also like an experiment, and I never knew if it will happen, or if I will ever be able to achieve this manly sounding group of women. And I think we managed to get there somehow. In the end, it was, I think, that was the funny thing. It was that the event, I remember, was listed as a classical music and opera event. And it really did not sound neither classical nor opera. But Oops. Yeah, you can play this. Where are you, love? Well beloved, come to console my heart, console my heart. Where are you, love? Well beloved, come to console my heart, console my heart. Where are you, love? Well beloved, come to console my heart, console my heart. Where are you, love? Well beloved, come to console my heart, console my heart. Where are you, love? Well beloved, come to console my heart, console my heart. Where are you, love? Well beloved, come to console my heart, console my
I also translated Italian texts into English in this work. So yeah, I apologize because I thought I was muted, but that was the two cats in this house were singing along with the Hunky Bluff. Unbelievable. But yes, sorry, Lina, I interrupted. Yeah, so the texts were translated by me into English from Italian, and then when I was also kind of, it was an ironic take also on these kind of operas, because when you don't understand the text, and when it's like performed by this very high, beautiful voice, it means one thing, and then when it's like English and you really understand what's being said, it kind of, and then it's performed by this group of low voices that don't necessarily sound so beautiful, but have other qualities, and it becomes something completely different. Yes, it does. With the last few minutes, we'd actually unsurprisingly don't have much time left for ourselves. But with the last few minutes that we have, should we talk about the elephant in the room that is Sun and Sea? Sure. Sure, let's talk about Sun and Sea again. So before we play a little clip from Sun and Sea, it's important to perhaps mention that it's an opera performance for a choir of singers and passers-by on an artificially lit indoor beach. And that the singers and the cast members are kind of doing all the things that they would do on a beach, but actually singing these songs. Also to mention that it's a joint work with Rugile Bardziukaite and Vaiva Granita. They start to sing all these songs that slowly underneath the kind of mundane, like sandwich on the floor kind of communication, also mask this kind of thinly veiled pollution, climate change anxiety. So jellyfish dancing and swirling around with plastic bags, and exactly sandwich wrappers on the floor, and mushrooms growing in the wrong seasons, and so on. So given the fact that the piece was interpreted so strongly as a piece about, or that spoke around climate change, and that might also have something to do with how ready we as an audience were to have that conversation, right? Maybe it would be quite nice to hear from you the origins of the piece, because they're actually more wider than, they come from various different inspirations that weren't sort of determinately an activist work around climate change at the beginning, though it may have become that then, later. Yeah, I think for all three of us, the work itself has different meanings, and maybe that's how, and that's also very important. I think each of us had a different input towards one or another thing, but I think we all agree on all of the of the inputs that each of us kind of foreseen. And for me personally, I think that the kind of the very important aspect is again this togetherness that is not only presented in the work as a song, because every soloist in the piece, so it's not a choir, it's a singing individuals that sometimes sing together. And the hierarchy in the kind of singing ground is based on the idea that every soloist is also a member of a choir. So, and then it's extremely important that the choirs sound good, and that could only be achieved by this group effort and getting rid of the thing that quite often singers have, that they want to just perform the solo parts.
So for me, that kind of was important, but also in, you know, in this whole process of working, I think was also incredibly important in what the piece means, the process of working, like sharing these, sharing the ownership between all of us. I think that was incredibly important. It was a work of love. There was a lot of yes, and the relationships, of course, the relationships, and another line perhaps for me that kind of was inspiring or intriguing again to kind of think of the body politics in general, but also then it went back into this idea of the body of the planet Earth itself. So that's kind of probably something that sometimes gets lost in this overall representation of what a piece is. Shall we listen to a little bit? Let's do. Okay. So this, I think, will be our last offering to you all. My boy is 8.5, and he has been swimming in the black, the yellow, the white, the red, the Mediterranean, Aegean Sea. Kisses on the seas as green Lina, really personally, like where you sit, why do you think this work? I mean, I feel it strongly, right, myself, so I don't know how to answer that question about me, but why do you think this work touched people so much more deeply than, or it appears to us, or at least that's the feedback that we hear, but so much more deeply than perhaps expected? Or did you expect it? I don't know. No, I think perhaps one of the versions could be that it narrates the very simple ideas and the narratives that a lot of people have about the current situation of like the environment, and it has this duality of the pleasure of consuming and the guilt of it, and I think it stays in each of us, and perhaps that really the brilliant texts by Viva, you know, they really, I think, managed to have this duality and this irony and this very strange situation that we are all locked in, and we are kind of thinking and rethinking how to get out of it, and also there is no simple answer to this, and I think that kind of each of the characters in the piece
you know, repeat the mind that probably each of us had at certain point. And perhaps that's something that touch people, because that's part of each of us. Lina, thank you so much. Do you want to talk about the work that you're thinking about making now? Because in terms of, it seems to me like we've been speaking about commitment in various different shapes and forms. Mm-hmm. And in the translation that you'll hear later of Leila's conversation with Amel, you'll hear a lot of commitment around feminism. And I think that we've moved across various considerations around sort of course, gender, and then disciplinary boundaries, and then environment and ecology. But there is another one that's kind of brewing, so it's good to give a sneak. Well, it's to kind of put it very short, I just, again, like I was brewing this idea of working, since I have experienced a lot of like very professional, very highly skilled musicians and dancers, and there were, at the auditions, I would also meet people who perhaps do not qualify for becoming part of the group, and that would always make me feel a bit uneasy. And so therefore I had this idea to kind of to work with the people with the tone deaf people, those who are, you know, usually being told that they cannot sing, or they shouldn't sing, or they being asked to be quiet in the choirs, and therefore they have this kind of complex or knowledge that they cannot sing. So the vision for this future work is to make to gather this group of people and turn it into beauty. And how we all look forward to that. Thank you. Thank you so much. Thank you, Lucia. It's always a joy. Marina, is there, do we have a way of seeing if there was any questions or what? Yes, absolutely we do. No, thank you so much, Lucia and Lina, for this presentation and for the connection with the title, which was, of course, very interesting as a filigrane throughout the conversation. And yes, we do. So I'm going to share the micro with Lara Ajar, who works with Thanks for Nothing team, and she brought up some questions that we have from the audience. So here she is. Hello, thank you very, very much for your interventions. So we have actually a few questions, and the first one is for Lina. We have seen how your work explores very different forms of performativity. And the question is, do you believe that this performativity is a way to give art its full potential for catalyzing change? Sometimes I think that art is not enough to catalyze change. It's a good starting point, but we were just talking recently that how strange it is that there are so many incredible thinkers and so many incredible artworks, so much knowledge around things that don't work, and that we really need that change, and somehow we are still in this in this world that often it's hard to believe that some things are happening around us. And so sometimes I think, what would happen if all the artists and thinkers would become politicians? or how that you know, the artworks could reach a broader spectrum of audience, so that it would enter
more the mind of those who make decisions. Okay, thank you very much. We also have a question for Lucia this time. And it is about the general ecology program that we haven't had a chance to expand so much on. You say that it aims at embedding deep ecological principles into the everyday. Can you elaborate a little bit on how that can happen? I suppose, oh God, I have so many answers to that question, but I'm going to try and do it very quickly. I suppose one of the ways of meaning the everyday, it was in the case of an art organization's work. So the General Ecology Project is something that we developed at the Serpentine as something that works, now I say often like a tree, like it grows in two simultaneous and opposite direction, like tree and like love. One of them, the kind of more visible end of the tree, would be the programming around the subjects of climate change and the environment. And also trying to really like foster a culture of more than human positioning. So that sort of multi-species complexity, and probably the most visible part of that is the symposium and research series that is now going to be eventually a book called The Shape of a Circle in the Mind of a Fish that Filipa Ramos and I have been developing for many years. Simultaneously, underneath those feet of ours is the infrastructural and transformational stuff within the organization. So how can a program be then the catalyst? I mean, it's a little bit about the last question as well, like how can a program be then the catalyst for a series of self-transformations, or invite in, like a Trojan horse, a series of self-transformations that it then welcomes or kind of embraces as its own, right? And so it was a little bit of trying to do that. But then the word general is super useful because it can mean ecology in general, it can mean the generalization of ecology, it can mean, and in terms of embedding, if we're talking about the everyday, certainly making peace with a certain amount of infinite complexity. I mean, it's impossible to think in a that's not true. It's not at all impossible to think in a non-human-centered way, but most of the Northwestern urban practices of living do everything they can for us to continue to do so. So without advising ayahuasca ceremonies or any kind of appropriated craziness to anyone, I would say that there are practices. I'm terrible at them, but there are practices of self and mutual care and love, and that they do actually emerge out of things like working together, loving one another. They emerge out of those things. So, yeah. Okay, thank you so much for your answers. Thank you. And I'm coming back. We love this kind of, it's also a performance at some point. Yeah. A very bad one compared to yours, Lina, of course. I'm not comparing anything. But yes, so thank you so much to both of you. I think it was the best way to fight 2020, like to create this collaborative project and to have all these voices reunited today, from Leila Slimani, French writer, to you, Lina, and thanks to Anel and Lucia, who were your brilliant interlocutor at that point. So I love, actually, I was a bit, I have to admit, I was a bit worried about this format because I was used to having the auditorium of the Louvre filled with people that I could fill and so on. But actually, I kind of really enjoyed this because we can still share beauty of things the way you did it. And yes, thank God we have those options. And as a conclusion, I want again to thank you so much for being with us, and to say that, Lucia, you pointed out very cleverly previously when you said that Leila mentioned the solitude as an artist, as a writer at some point. But I think that, Lina, you kind of sublime this solitude in bringing all this performative program and project that you have on. And if we can connect this to what we do with Lucia, with Thanks for Nothing, is this general program that we are trying to get and to set up. And so I just want to thank you for this, line that we kind of sew
today, and that leads actually to this general movement through commitment, and this is and beauty, because this is also what we support thanks to the artists and the writers. So thank you for this again movement, and I think this is the best way to now go back to our apartments, because this is shut down in Paris. And I would say thank God, but I don't believe in God, but I believe in beauty and in the artists' voices. So again, thank you so much for sharing your voices tonight with us. And for the French speakers and visitors and audience, on se voit demain à la même heure. And I love this kind of radio thing that I've never tried. So thank you so much for being with us. And we look forward to your upcoming project and for the woodcutters, of course. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Bye. Take care. Take care, everyone. Bye. Bye. Thank you.